Salut à tous, bienvenue, une nouvelle émission du C'est faire du libraire. Si vous cherchez des livres, c'est maintenant. Alors, on est content de vous retrouver tous les deux, Julien Pellet et Nathalie Hirschsprung. Et pour une fois, on va commencer par les hommes. Voilà, c'est Julien qui va ouvrir la danse. Alors, avec un roman, je crois, haletant, plein de suspense, puisqu'il s'agit d'un roman policier, un roman d'espionnage de quelqu'un qui sait de quoi il parle, forcément. Exactement. Alors, unité 8200, ou 8200, comme il faut dire, comme on l'apprend dans le livre, de Dov Alfon. Dov Alfon... En hébreu, on dit Shmoneh Matayim, ça parlera sûrement à beaucoup de gens, ok. Dov Alfon est à 58 ans, il a vécu en France jusqu'à l'âge de 12 ans, au moment où ses parents décident de faire l'Aliyah. Et donc il vient en Israël. En Israël, il continue sa scolarité, il va rentrer dans l'armée, il devient assez rapidement officier des renseignements. Ensuite, il va faire une carrière de journaliste, reporter, il va devenir rédacteur en chef du quotidien Haaretz. Et un homme qui n'a pas vu grand-chose dans sa vie, quoi, voilà. En gros, c'est ça. Ouais, d'accord. Et aujourd'hui, il vit en France où il est toujours correspondant de Haaretz. Et il nous offre avec ce premier roman, Unité 8200, un roman d'espionnage. Ça fait partie de ces romans dont on sent que l'auteur sait très bien de quoi il parle. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, si ça a existé. On est dans le... On se demande sans cesse... Est-ce que c'est vrai? Voilà. Et on croise un Premier ministre qui n'est jamais nommé, mais qu'on reconnaît assez facilement. Bon, en même temps, journaliste, arrête, on se demande de qui il doit parler. De quel Premier ministre il parle, ok. Voilà. Et donc c'est un roman qui se passe entre Israël et la France, avec quelques détours par la Russie, Macao, de l'espionnage industriel, des écoutes, une affaire de meurtre, un enlèvement. La fiction totale. Voilà. C'est, oui, comme vous l'avez dit, haletant. On le lâche pas jusqu'à la dernière page. Et quand on sait que les droits ont été achetés par les producteurs israéliens de la série Hatoufim, on se prépare à quelques bonnes soirées devant la télé ou l'ordinateur. Bon, en attendant la télé, moi je vous dis, c'est les vacances prochainement, donc profitez-en et lisez ce livre, vous allez vraiment adorer. Alors un autre livre, alors là on est dans un autre genre complètement, voilà. C'est le roman graphique. Un autre univers, effectivement. Alors, roman graphique, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Mais il y en a partout, quoi. Il y en a de plus en plus et on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. Oui, il y en a de plus en plus, de très très bonne qualité. Ouais, celui-là est magnifique, on a l'impression que vraiment il est très beau. C'est le cas de celui-ci. Herzl, une histoire européenne, par Camille de Toledo au scénario et Alexander Pavlenko au dessin. Et en réalité, il ne s'agit pas vraiment d'une biographie de Herzl. En fait, on suit le personnage principal, s'appelle Ilya Brodsky, c'est un personnage fictif, qui est en fait un jeune juif qui a fui les pogroms de Russie et qui va se retrouver un peu à Londres, un peu à Vienne. Il va rencontrer enfant le jeune Theodor Herzl. Et en fait, à partir de ce moment-là, on suit en parallèle la vie de ce Brodsky et la vie de Herzl. Et le roman graphique se concentre sur les années où il a écrit, j'imagine, Herzl a écrit le Judenstaat, les débuts du sionisme. On voit sa rencontre avec Max Norda, on croise Sigmund Freud, on voit Martin Buber. C'est très documenté, n'est-ce pas? C'est très bien documenté. Il y a des extraits du journal de Herzl. Et ça colle à la réalité, quoi. Oui. C'est ça qui est, c'est un peu un roman historique avec bien sûr quelques variantes, mais on apprend beaucoup de choses. Et pour ceux qui ont du mal à lire les gros pavés, pour les enfants, pour les ados, pour les grands, c'est aussi une très bonne façon de rentrer dans l'histoire. Alors, un autre livre, alors celui-là il n'est pas nouveau, évidemment. Pour ceux qui sont fans d'Albert Londres, évidemment vous avez tous lu. Le Juif errant est arrivé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, il doit y en avoir quand même. Ça parle de quoi? Alors, d'abord, qui était Albert Londres, journaliste, grand reporter français, qui a donné ses lettres de noblesse au journalisme. Je pense qu'il est utile de rappeler sa définition Albert Londres, évidemment.
sa définition du métier de journaliste. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Et porter la plume dans la plaie, c'est ce qu'il a fait tout au long de sa vie, de Russie soviétique, en Chine, en passant par l'Inde. Il a témoigné de ce qu'il a vu pendant la guerre, de ce qu'il a vu sur les routes du Tour de France, de la vie des bagnards, voilà, une grande quantité de reportages extrêmement intéressants. Et notamment, il s'est intéressé aux Juifs. Donc il a écrit, ça a été publié en 1929, un grand reportage sur les Juifs. Alors il va suivre les Juifs en Russie, en Angleterre, un peu partout où ils sont. Il va témoigner de ce qu'il voit, de ces masses juives, les masses juives auxquelles Ilya Brodsky aurait appartenu s'il avait vécu. Et il va jusqu'en Palestine. Et là, il décrit ce qu'il voit, donc l'installation des Juifs du Yishuv, la communauté qui précède l'établissement de l'État d'Israël. Et il écrit... Allez, faites-nous une petite citation, Julien. C'est publié en 1929, et ça a été publié dans le Petit Parisien en plusieurs épisodes. Ouais. Et le dernier article, c'est un post-scriptum. On me demande, donc il répond à un certain nombre de questions qu'on lui a posées. Et voilà comment il termine. On me demande enfin, considérez-vous l'installation des Juifs dans leur ancien pays comme un fait acquis ? Je la considère en tout cas comme un fait très sérieux. Ce ne sont pas les Juifs qui, d'eux-mêmes, ont repris le chemin de la Palestine, c'est l'Angleterre qui les y a conduits. Et 51 nations ont approuvé l'Angleterre. Les Juifs, depuis, ont-ils commis de telles fautes que les nations puissent prendre prétexte de ces fautes pour revenir sur leurs paroles ? Non. Les Juifs ont manqué de psychologie, de mesure. Si les nations n'avaient pas pensé que le pays était déjà habité par des Arabes, eux eussent dû y prendre garde. Maintenant, ils le savent. Ils ont payé pour le savoir, et je crois qu'à la période d'orgueilleuse conquête, ils sont prêts à substituer celle de la collaboration. Les Arabes le voudront-ils ? Pour l'instant, ils répondent non. Non en Orient n'a pas la même valeur qu'en Occident. Après un non, on peut tout de même continuer la conversation en certains pays. Encore faut-il que l'on ne discute pas le poignard à la main. C'est justement pourquoi l'Angleterre est en Palestine. Est-il possible qu'elle ne s'en rende pas compte ? C'est visionnaire, 1929. Vraiment visionnaire. Et en plus, comme on enregistre cette émission le jour de Yom HaZikaron, qui précède celui du Yom Ha'atzmaut, c'était un extrait tout à fait à propos. Alors, on continue avec Nathalie. Merci, Julien, pour ces suggestions. J'espère que vous allez suivre. Alors, Nathalie, toi, c'est autre chose. On parle dans un autre univers. On pense aux ados. Voilà, on pense aux ados parce que moi, je suis tout à fait sensible à tous ces parents qui viennent nous voir à la librairie et qui très souvent nous disent « Ah oui, alors mes ados, oui, bon, très bien, ils lisent, mais alors de la science-fiction, des trucs qui sont pas toujours... » Alors voilà, dans la science-fiction, il y a des choses d'excellentes, il y a des choses d'excellente qualité. Voilà Julien, regardez Julien, il a lu de la science-fiction toute sa vie, regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Ne soyez pas désespérés. Certainement, mais alors justement, il est l'image parfaite de ce que les parents voudraient que leurs ados deviennent, c'est-à-dire qu'ils lisent de la science-fiction et puis après ils se mettent aussi à lire autre chose. Il faut de la patience. Il faut de la patience et il faut du conseil. Et c'est bien pour ça que les libraires sont là. Donc moi, ce que je voudrais proposer aujourd'hui, ce sont des alternatives à la science-fiction. Il ne s'agit pas de dire aux ados, ne lisez plus de science-fiction, mais lisez aussi autre chose. Et dans le autre chose, c'est très intelligent, mais c'est aussi totalement passionnant. Donc je vais pas proposer des choses ici ennuyeuses. Alors, pas de nouveautés, peut-être des incontournables, c'est ça ? Des incontournables. Alors, on ne présente plus Valérie Zenati, mais si quand même un peu, parce que moi j'adore Valérie Zenati et j'ai pas envie de m'en priver. Valérie Zenati, elle a un parcours exceptionnel. Elle démarre à l'École des loisirs, qui est une maison d'édition qu'on ne recommande plus tellement elle est vraiment super. Donc, elle écrit d'abord des livres pour jeunes, et puis elle passe à des livres pour adolescents. Mais alors là, je rassure les parents peuvent les dévorer tout aussi bien que les adolescents. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un classique de Valérie Zenati, Une bouteille dans la mer de Gaza.
Alors, de quoi s'agit-il pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu et les adolescents qui peut-être s'y intéresseraient? Tal, elle a 17 ans. C'est sorti un petit moment. Oui, déjà, c'est sorti il y a un petit moment, mais c'est pas grave. C'est toujours d'actualité. Tout à fait. Tal a 17 ans, un frère qu'elle adore, elle a des rêves plein la tête, elle vit à Jérusalem et c'est la période où les attentats se succèdent et en particulier un dont on se souviendra qui a tué une jeune fille à côté de chez elle qui allait se marier le lendemain. Ouais, au café Hillel, on s'en souvient. C'était la fille on va en profiter puisqu'on est Yom HaZikaron, d'un très grand urgentiste, celui qui a créé les centres Terem, les centres d'urgence en Israël, une jeune fille magnifique. Ouais. Donc c'est sûr que ça a heurté tout le monde, ça a bouleversé tout le monde, et elle en a fait un livre. Alors, elle en a fait un livre, c'est-à-dire qu'à partir de là, Tal est complètement, évidemment, comme tu viens de le dire, perdue, désorientée. Elle comprend, elle s'était pas plus que ça intéressée au conflit qui était là bien avant sa naissance, et elle se dit, je veux comprendre les Palestiniens, je veux comprendre cet ennemi, je veux comprendre ce qui les pousse à faire ça. Alors, elle écrit une lettre qu'elle glisse dans une bouteille et elle demande à Ethan, son frère chéri, qui fait son service à Gaza, de jeter cette bouteille à l'eau. Et dans cette bouteille, elle écrit une lettre et elle ajoute son adresse courriel. Son adresse de courrier électronique. Et cette bouteille parvient entre les mains d'un mystérieux gazaman. Et entre eux, il y a une conversation vertigineuse qui commence à s'établir. Et je n'en dis pas plus parce qu'il faut vraiment, lire ce livre. Je voudrais juste dire qu'Une bouteille dans la mer de Gaza a quand même été traduit dans une 15aine de langues. Il y a eu un film. Alors qu'il a reçu aussi des prix prestigieux et qu'il a été adapté au cinéma par Thierry Binisti en 2012 sous le titre Une bouteille à la mer. Et je tiens vraiment à le mentionner parce qu'en règle générale, quand on lit un livre et qu'on regarde le film après, on est toujours déçu. Et là, c'est absolument pas le cas. On peut voir le film d'abord, lire le livre après ou vice-versa. En même temps, ça tient beaucoup à la personnalité du réalisateur qui connaît très bien Israël, qui a beaucoup de famille, qui vient souvent. Donc, et pour des ados, c'est quand même extrêmement sympa s'ils ont lu le livre, de pouvoir se projeter en images. C'est une réussite, vraiment. Bon, voilà. Alors, Une bouteille à la mer... c'est bien de rappeler la mémoire de la famille Appelbaum, c'était tout à fait à propos. Alors on continue. Alors juste, j'ajoute, je vais pas en parler vraiment, mais comme on enregistre le jour de Yom HaZikaron, je ne peux pas ne pas mentionner un deuxième livre de Valérie Zenati qui fascinera les ados, qui s'intitule Quand j'étais soldate, où je crois me souvenir qu'elle était elle aussi dans le renseignement. Oui, ça l'a toujours beaucoup interpellé, les attentats, l'urgence, la guerre en Israël, le fait de passer d'un moment tout à fait joyeux à un moment... puis elle a fait son service militaire bien ici. Sûr, bien sûr. Alors un autre livre, cette fois, ça s'appelle No et moi, un titre énigmatique pour une histoire d'amitié, on va dire, vertigineuse entre une surdouée et une SDF. Tout à fait, c'est ça. Alors Delphine de Vigan, un excellent livre de Delphine de Vigan. La petite Lou Bertignac est une adolescente surdouée. Elle échafaude des tas de théories, elle complexifie, décomplexifie, elle cherche à comprendre les choses. C'est une gamine, évidemment, qui étant surdouée, s'ennuie pas mal. Et puis un jour, hasard des choses, elle rencontre No, qui est une adolescente qui a grosso modo le même âge qu'elle et qui est effectivement SDF avec toutes les problématiques de est-ce que je veux vraiment quitter la rue, est-ce que j'y reste, pourquoi, comment, est-ce que c'est une forme de liberté. Donc Lou va mettre tout son enthousiasme, toute sa force, tout son désir pour essayer de sortir No de la rue. Et je n'en dirai pas plus parce que sinon je raconte le livre. Mais c'est une pépite de tendresse, ce livre. C'est un art de dire des choses graves avec légèreté. Et bis repetita, ce magnifique roman a été également adapté au cinéma. Et la réalisatrice n'est autre que Zabou Breitman. Et là, vraiment, il n'y a rien à dire. On va dire exactement la même chose que pour le précédent. C'est un film extrêmement réussi. On n'est pas déçu, quoi. Du tout. Et l'aller-retour entre les deux est vraiment... Voir le film, lire le livre, ou l'inverse. À recommander chaleureusement. Bon, extra. Alors, on finit avec un petit livre qui s'appelle Petit pays, voilà, de Gaël Faye, qui a eu le prix Goncourt des lycéens en 2018. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, petit livre parce qu'il est sorti en poche il n'y a pas très longtemps, mais grand livre quand même. Donc, le Goncourt par le format. C'est ça. Le Goncourt des lycéens, on en a déjà parlé. C'est vraiment un prix génial parce que les lycéens qui s'impliquent
nous donnent des prix à des pépites chaque année. Et d'ailleurs, No et moi avaient été sur la liste en 2009. Pour la petite histoire, en 2018, c'est David Diop et son frère d'âme qui a eu le prix. Donc, Petit Pays, c'est un magnifique roman. C'est l'histoire du petit Gabriel. Le petit Gabriel, le livre commence par une enfance insouciante du petit Gabriel, avec ses copains, avec lesquels il fait les 400 coups, dans ce petit pays qui est le Burundi. Et puis tout d'un coup, tout se déchire, l'harmonie familiale se déchire, le pays connaît les affres que nous savons, et petit à petit, eh bien, ce petit Gabriel va voir un petit peu son enfance totalement désossée par tout ça, et finira par quitter évidemment le pays. Et des années plus tard, il se souvient et il raconte, il tente de faire revivre un monde à jamais perdu. Et ça s'apparente au récit d'enfance, c'est un peu autobiographique. Alors c'est partiellement, si on le demande à l'auteur, c'est partiellement autobiographique, bien qu'il se défende d'être ce Gabriel-là. Il se cache derrière. Et je voudrais quand même vous lire un petit extrait, parce que c'est ce roman, ça n'étonnera personne, parce que tout le monde sait probablement que Gaël Faye, je ne sais jamais comment il faut le prononcer, est aussi musicien, il est rappeur. Et ce roman est un roman musical de mon point de vue. La langue est musicale, la langue elle porte. Alors je lis un petit extrait. Je vis depuis des années dans un pays en paix, où chaque ville possède tant de bibliothèques que plus personne ne les remarque. Un pays comme une impasse où les bruits de la guerre et de la fureur du monde nous parviennent de loin. La nuit me revient le parfum de mes rues d'enfance, le rythme calme des après-midi, le bruit rassurant de la pluie qui tambourine le toit de tôle. Il m'arrive de rêver. Je retrouve le chemin de ma grande maison au bord de la route de Rumonge. Elle n'a pas bougé. Les murs, les meubles, les pots de fleurs, tout est là. Et dans ces rêves que je fais la nuit d'un pays disparu, j'entends le chant des paons dans le jardin, l'appel du muezzin dans le lointain. C'est joli comme tout, très joli, ça rime en plus, donc ok. Donc ça c'était pour les ados, mais pour les parents aussi, on l'a compris. Donc comme parfois vous faites un quiz tous les deux. Alors, est-ce qu'on va avoir droit au quiz cette semaine ou pas, ma chère Nathalie ? Alors, ce sera un quiz extrêmement facile. Quiz fastoche. Un quiz fastoche. Ah ben non. Ah ben si. De temps en temps, il faut bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, la première personne qui poste un des titres que j'ai cités dans cette présentation de la littérature ado sur notre page Facebook gagne immédiatement ce titre. Ah ben extra, go. Donc vous pouvez y aller, donc connectez-vous sur la page Facebook Vice et Versa, comme ça se prononce, c'est facile, et vous pourrez peut-être gagner un livre. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour à la librairie, je crois que vous avez beaucoup de livres à proposer, d'objets, plein de choses, on peut faire des cadeaux, et puis passer un petit moment sympa avec vous. Vous n'êtes pas avare, on peut avoir des conseils dans tous les styles de littérature. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et à bientôt. Ciao. À bientôt.